Vice Versa 2. Vous n'êtes évidemment pas passé à côté de ce phénomène, la suite tant attendue d'un des films les plus appréciés de chez Pixar. En moins de 3 mois, il s'est propulsé à la toute première place des films ayant rapporté le plus d'argent pour le studio. Si les producteurs sont déjà contents quand un film se rentabilise à 100%, là on parle quand même d'une rentabilité de 845%. Tout ça, c'est des stats qui nous laissent penser que Vice Versa 2, c'est sûrement un excellent film. Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui on va analyser, comparer, décortiquer ce fameux Vice Versa 2. Avant de vous énerver par rapport au titre de cette vidéo, je vous propose qu'on remette l'église au milieu du village en reparlant rapidement de Vice Versa, premier du nom. Un film qui s'imposait avec un concept fort, celui de nous plonger en immersion dans le cerveau de Riley, une jeune fille de 11 ans. On y découvrait alors son quartier cérébral piloté par ses 5 émotions, et sur cette base, le film nous emmenait explorer toute la richesse du cerveau en intégrant intelligemment des concepts tels que la mémoire à long terme, les rêves, les pensées abstraites, les amis imaginaires. C'était un monde aux possibilités presque infinies qui s'ouvrait devant nos yeux. Et une fois ce concept fort bien établi, le film ne manquait pas d'idées pour jouer avec. Il nous plongeait par exemple tour à tour dans le cerveau de la mère et du père de Riley, ayant eux aussi leur propre quartier cérébral, et tout événement arrivant dans la vie de Riley était habilement connecté avec le monde présent dans sa tête. Mais un bon concept n'aurait peut-être pas suffi sans un bon scénario, et là encore le film s'articulait autour d'un scénario certes simple, mais d'une grande justesse. Un scénario qui arrivait brillamment à mélanger ces deux mondes, le réel et celui de l'esprit, pour raconter une histoire à la portée universelle. C'était ça Vice Versa, un film qui proposait un concept ingénieux et qui le maîtrisait de bout en bout tout en délivrant des messages forts qui pouvaient parler à tout le monde. Alors, est-ce qu'on a pu retrouver toutes ces qualités dans le deuxième volet? Eh bien, oui, parce que c'est le même film. Et non, franchement, j'exagère à peine quand je dis ça. Regardez, on va s'amuser un peu. À gauche, je vous mets Vice Versa 1 et à droite, Vice Versa 2. Et là, on va se faire un petit récap des événements. Premier acte, on nous présente Riley, où elle en est dans sa vie, et on découvre son quartier cérébral ainsi que ses différentes îles de personnalité. Deuxième acte, un élément perturbateur vient chambouler la vie de Riley. Dans le premier film, elle doit déménager, et dans le second, elle commence sa puberté, des nouvelles émotions entrent en jeu. Troisième acte, et attention, c'est là que ça va commencer à se voir, certaines émotions se retrouvent contre leur gré expulsées du quartier cérébral. Uniquement joie et tristesse dans le 1 et les 5 émotions de base dans le 2. Intéressant, on continue. Quatrième acte, une course contre la montre se lance, la vie de Riley s'empire progressivement pendant que les émotions traversent plusieurs péripéties qui nous montrent différents concepts dans son cerveau. Là, j'ai même pas besoin de préciser, cette description fonctionne littéralement pour les deux films. On avance à l'acte 5, le point de rupture. Dans le 1, Riley sèche l'école et décide de partir seule pour le Minnesota à bord d'un bus, et dans le 2, Riley percute brutalement son amie Grace pendant le match de hockey, elle est renvoyée sur le banc et s'apprête à faire une crise d'angoisse. Acte 6, les émotions parviennent à retourner au QG de la manière la plus capillotractée possible. Acte 7, moment d'émotion fort pour Riley, elle éclate en sanglots devant ses parents dans le 1, elle fait une crise de panique dans le 2, les émotions comprennent alors une leçon et là encore le message est un peu le même dans les deux films, toutes les émotions ont leur importance et il ne faut pas se laisser définir par une seule émotion. Ce qui nous emmène enfin à l'acte 8, Riley a évolué, dans le 1 on la retrouve un an plus tard alors qu'elle embrasse sa nouvelle vie à San Francisco, et dans le 2 elle conserve son amitié avec les Firehawks tout en s'étant réconciliée avec ses meilleurs amis. À la fin des deux films, on voit que toutes les émotions apprennent à travailler ensemble. C'est une réalité, Vice Versa 2 est pratiquement le même film que Vice Versa 1. Alors on pourrait se rassurer en se disant que ce que j'ai montré là c'est une construction classique qu'on retrouve dans toute forme d'histoire, mais comprenez bien, là c'est pas juste les ressorts scénaristiques qui sont les mêmes, c'est littéralement le déroulement de chaque partie qui est comparable trait pour trait dans les deux films. À part les nouvelles émotions et quelques idées sympas dont on va reparler plus tard, Vice Versa 2 ne prend aucun risque. Il répète la même formule que son prédécesseur en étoffant un peu l'univers sans vraiment chercher à exploiter tout son potentiel. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le souci de faire une suite à un premier film aussi fort. Vice Versa 1 a déjà introduit la plupart des concepts majeurs du cerveau, il reste pas grand chose à découvrir. Donc vouloir créer un deuxième long métrage aussi puissant à partir de ces quelques miettes, ça va pas être facile. Dans ces cas-là, une autre possibilité, ça peut être de jouer encore plus sur l'interaction entre le réel et le monde de l'esprit. Et là-dessus, il y a quelques bonnes idées, mais encore une fois, c'est assez léger. Rappelez-vous, dans le 1, on voyait des vraies répercussions entre les décisions de Riley et l'impact que ça a dans sa tête. Avec les îles de personnalité qui s'effondraient une par une, il y avait un vrai côté spectaculaire qui nous faisait ressentir toute la gravité de la situation. Dans le 2, la menace, c'est cette nouvelle estime de soi qui se forme progressivement, une espèce de petite sculpture qui peut s'arracher et se remettre un peu à volonté. Bon, c'est pas le même impact quoi. C'est à mon sens le principal reproche qu'on peut faire à Vice Versa 2, il ne pousse son concept jamais aussi loin que dans le premier film. Maintenant, cette suite peut peut-être se défendre avec son principal argument, les nouvelles émotions. Ah là là, beaucoup de choses à dire là aussi.
C'était la grande frustration qu'on pouvait avoir dans le premier film, découvrir 5 émotions personnifiées c'est cool, mais des émotions il y en a plein d'autres et on veut toutes les voir. Pixar arrive donc avec son Vice Versa 2 en nous annonçant la promesse, préparez-vous, des nouvelles émotions débarquent. Voyons donc ça de plus près. On nous introduit d'abord Anxiété, une émotion qui va devenir plus ou moins l'antagoniste principal de ce deuxième film. Parmi les nouvelles émotions, c'est elle qui a le rôle le plus important, elle agit un peu comme le leader de cette deuxième équipe, donc pour le coup on sent que le personnage a été pas mal travaillé. Le principe de l'anxiété, c'est qu'en voulant bien faire, en suranalysant les scénarios possibles, on perd en fait tout le naturel de notre personne et on se retrouve à négliger tout un tas de choses. Et bien ça c'est quand même très bien représenté avec le personnage d'Anxiété. L'idée qu'elle a son propre centre de recherche localisé dans le pays de l'imagination est bien foutue. Elle reçoit ainsi leur projection des différents scénarios possibles comme quand on se fait des films dans notre tête. La personnalité d'Anxiété en fait un antagoniste ambigu. Elle n'est pas du tout mal intentionnée, elle veut ce qu'il y a de mieux pour Riley sans se rendre compte que ses méthodes vont à terme lui causer du tort. En clair, on est là sur un personnage bien dosé, certainement le plus réussi parmi les nouveaux. A l'inverse, on a Envie, probablement l'émotion la plus ratée du lot. Bon, faut dire que l'envie, c'est pas une émotion si facile à définir. Entre le désir, la pulsion, la jalousie, on sait pas trop où placer l'envie. Et visiblement, Pixar n'a pas trop su non plus. Déjà, sa personnalité n'est pas aussi marquée par son émotion que les autres. On aurait pu imaginer qu'elle soit par exemple à baver sur la console, à avoir tout le temps envie d'appuyer sur tous les boutons. Mais en fait, pendant le film, elle agit simplement comme une sorte de bras droit pour Anxiété. On peut y voir une certaine logique, mais ironiquement, c'est donc les envies d'Anxiété qui passent avant celles d'envie. Résultat, le perso est transparent, on pourrait limite le supprimer du film qu'on ne remarquerait même pas son absence. Ensuite, on a Embarras, un personnage qui en toute logique se veut discret. L'embarras, c'est une émotion qu'on essaye d'éviter et qui s'impose à nous en général par accident. Donc c'est plutôt bien vu que le personnage soit lui-même gêné par les actions de Riley au point de parfois carrément s'allonger sur la console. Maintenant, il faut dire ce qui est, à part son côté attachant et ses quelques interventions amusantes, il ne sert pas à grand chose. En dernier, on a Ennui, un perso que j'avais très hâte de découvrir. Alors le problème avec une émotion comme l'ennui, c'est qu'elle est censée se manifester quand il ne se passe rien. Et dans un film, en général, on évite qu'il ne se passe rien. Donc pour Ennui, c'est la même chose, elle n'a droit qu'à quelques interventions. En plus, celle-là ne relève même pas de l'ennui à proprement parler, mais plutôt du sarcasme. En fait, on sent qu'ils ont eu du mal à trouver les bonnes situations pour utiliser cette émotion. Rien que son introduction sort un peu de nulle part, c'est Riley qui prend d'un coup un air blasé pour ne pas trop montrer qu'elle gratte l'amitié devant la fille populaire. Ok, il y avait de l'idée, mais je trouve ça un peu mal amené, est-ce qu'on peut vraiment parler d'ennui là? Par contre, la vraie bonne idée, c'est le fait qu'Ennui contrôle la console à distance sur une app de téléphone. Ça permet en plus de dénoncer un peu ces technologies qui nous servent justement à tromper l'ennui et qui, une fois retirées de nos mains, nous font réaliser à quel point on en est devenu dépendant. Où est mon téléphone? Comment je vais faire? Oh non, je vais mourir! C'est pas possible! Donc si on résume, sur tous les nouveaux arrivants, seule Anxiété a vraiment un impact prépondérant dans le film. Toutes les autres ne servent qu'à faire des petites interventions drôles par-ci par-là. C'est assez décevant, mais en même temps, ça explique la décision que Pixar avait prise pour le premier film. Sur les 27 émotions qu'ils avaient listées, ils n'avaient gardé que les plus importantes. Ce qui fait que pour Vice Versa 2, encore une fois, il faut composer avec les miettes. Puis bon, au-delà de l'importance de chaque émotion, on s'en doutait, en rajoutant 4 nouvelles, on arrive à un total de 9 personnages. Forcément, le temps de parole de chacun va être réduit. Tiens, d'ailleurs, ça serait marrant de compter le nombre de répliques de chaque émotion dans Vice Versa 2. Mais bon, je vais pas faire ça quand même, ça serait long et fastidieux et heureusement, quelqu'un l'a déjà fait pour nous. Donc sur les 813 répliques prononcées par les émotions, on a sans surprise Joie et Anxiété qui, à elles deux, totalisent 449 répliques, c'est-à-dire plus de la moitié. Tout en bas du classement, on retrouve Ennui qui n'a que 18 répliques, c'est peu mais c'est bien plus qu'Embarras qui, si on ne compte pas ses n'a que 2 répliques. En fait, ce qui manque à ces nouvelles émotions, c'est même pas tant de leur donner beaucoup plus de répliques, mais je pense qu'il aurait suffi d'avoir un moment décisif pour chaque émotion pour la rendre un minimum mémorable. C'est-à-dire une scène clé qui montre pour chaque émotion à quel point elle joue un rôle important dans la vie de Riley. Et là, désolé, mais je vais enfoncer le dernier clou dans le cercueil de ces nouvelles émotions. Vous aurez peut-être remarqué que ce ne sont que des formes dérivées des 5 premières. Envie peut être comparée à Joie et à son enthousiasme de découvrir plein de choses, Embarras est un mélange de peur et de dégoût, Ennui c'est une forme de dégoût général envers la vie, et Anxiété ressemble elle aussi à une forme de peur mais qui est plutôt basée sur de l'anticipation. Le constat général, c'est que les nouvelles émotions n'apportent pas grand chose. Et en comparaison, si les premiers persos étaient impactants et bien différents les uns des autres, là on a des dérivés qui sont moins impactants et moins originaux. Et là, malgré tout ce que je viens de dire jusqu'ici dans cette vidéo, Vice Versa 2, ça reste un bon film. Et oui, ça fait mal de le dire, mais quand on a un concept et un univers solide, en s'appliquant un minimum, on peut l'essorer encore longtemps avant de s'en lasser. Et Vice Versa 2, en marchant dans les pas de son prédécesseur, ça reste une formule qui fonctionne toujours autant. Le scénario centré sur un stage de hockey ne me vendait pas du rêve, mais Pixar a réussi à y condenser une histoire plutôt complète. Les différentes situations que traverse Riley sont toujours d'une grande justesse. Par exemple, le fameux dilemme de devoir rejoindre le groupe des gens stylés ou rester avec des amis moins
populaire, je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu ça et c'est amené de façon très réaliste dans le film. Ou le fait de se forcer à avoir l'air naturel quand on marche pour au final paraître tout sauf naturel, c'est aussi très parlant. Tous ces petits moments de vie sont assez subtils et ils apportent une vraie crédibilité à l'ensemble. Au niveau du monde dans la tête de Riley, l'ajout principal de ce Vice Versa 2, c'est les croyances. Elles se forment à partir de souvenirs qui infusent dans un tout nouveau lieu situé sous le quartier cérébral. Toute l'esthétique autour des croyances est plutôt réussie. Le fait que les filaments émettent une phrase quand on les touche et que selon l'émotion du souvenir en question, le filament prend une forme différente, tout ça c'est vraiment des bonnes idées. Toutes les croyances se rejoignent ensuite pour former l'estime de soi. Là encore un concept bien pensé qui permet de rendre la morale de fin vraiment claire visuellement parlant. Et tant qu'on est dans le visuel, reparlons rapidement des nouvelles émotions. Si je les ai pas mal taclées plus tôt dans la vidéo, il faut quand même concéder que leur design est très bien choisi. Envie est toute petite, ce qui fait qu'elle n'atteint pas la console comme les autres émotions, ce qui stimule son envie de l'atteindre. Le seul élément grand chez elle, ce sont ses yeux pour bien renforcer son émerveillement. Embarras a un excellent design lui aussi. Il est bien sûr de couleur rose, comme nos joues quand on rougit, et sa grande taille traduit bien le phénomène de la honte qui fait que quand on ne veut pas être vu, on pense justement que tous les regards sont sur nous. Du coup, bonne idée là aussi de l'avoir habillé d'un pull à capuche qui lui permet de se mettre à l'abri des regards. Ennui a non seulement un design qui lui va bien avec sa couleur terne et son corps tout en courbe tombante, mais c'est surtout son animation qui lui donne une vraie attitude unique. Elle a même droit à son propre thème musical qui renforce le côté blasé de ses interventions. Qu'est-ce que c'est? L'ennui, c'est mortel. Reste donc Anxiété qui a un design un peu plus banal je dirais, avec des cheveux ébouriffés et des yeux névrotiques. Là aussi ça se passe plus dans son animation, toujours très speed et à faire 1000 choses à la fois. Même si dans cette suite on n'a pas de grande révolution dans les concepts abordés, on a quand même droit à plusieurs petites idées sympas. On découvre par exemple l'endroit où dorment les émotions avec chacune leur chambre customisée. Ça donne envie de faire pause et de découvrir tous les détails qui s'y cachent. On a aussi l'apparition de deux personnages au style d'animation particulier. Lance/Blade, un perso ayant l'aspect et l'animation des vieux jeux vidéo type PlayStation, et Bluffy, un perso animé complètement en 2D. C'est toujours appréciable de voir Pixar expérimenter des choses et pour le coup ces deux persos amènent l'une des scènes les plus marrantes du film. Aux côtés de Bluffy on découvre le fameux Banana Outil, un objet qui parle et qui permettra un Deus Ex Machina presque aussi absurde que les petits amis imaginaires dans le 1. Le dernier ajout qui est plutôt bien amené c'est celui de la tempête d'idées, un moment où Riley doit absolument trouver une idée, ce qui crée une immense tornade dans sa tête. C'est bien sûr un jeu de mots sur ce qu'on appelle un brainstorm, d'ailleurs c'est même ce mot-là qui est utilisé dans la VO. Oh no, it's a brainstorm! Et ouais, je trouve ça plutôt malin d'en avoir fait un obstacle principal sur la route des émotions. Dans les idées qui, à mon sens, fonctionnent un peu moins, on a notamment le courant de pensée. C'est une rivière dans laquelle dérivent toutes les pensées de Riley. L'idée était pas mauvaise et c'est marrant de voir Dégoût être obligé de monter sur un brocoli, mais visuellement je trouve que c'est pas à la hauteur du reste, ça dénote un peu. On a ensuite la fameuse scène de la vallée du sarcasme, là aussi une idée amusante, mais qui aurait pu donner à mon avis une scène beaucoup plus drôle. Bon après tout ça c'est subjectif. On peut aussi parler de nostalgie, une émotion bonus qui n'apparaît que pour un petit running gag. Bon ça a pas beaucoup d'intérêt, je pense limite que ça a été fait pour le marketing, comme il y avait 5 émotions dans le 1, c'est histoire de dire qu'il y a bien 5 nouvelles émotions dans le 2. Et la dernière idée que je trouve mal exploitée, c'est le Noir Secret, un personnage imposant qui reste mystérieux jusqu'à ce qu'on le voit réapparaître à la fin du film. Il s'apprête à révéler le pire secret de Riley et forcément on ne peut être que déçu quand on apprend qu'il s'agit juste d'un trou dans la moquette. Oh, lui, c'est le plus noir secret de Riley. On a fait trop dans Moquette. Pour finir, je vous propose qu'on se tourne rapidement vers l'avenir de Vice Versa. Au vu du succès retentissant du 2, c'est fort probable qu'un Vice Versa 3 se profile un jour ou l'autre. Il reste à voir des émotions assez importantes comme l'amour, la jalousie ou encore la culpabilité. On peut aussi penser à l'excitation, mais je vois mal Pixar aborder le thème de la sexualité, sachant qu'ils ont toujours fait en sorte de garder leur film tout public. On imagine que la trame va reprendre la suite directe du 2, mais on peut penser à une autre possibilité qui serait de retrouver une Riley adulte. Ça serait l'occasion d'enfin montrer la palette d'émotions au complet, c'est-à-dire les 27 émotions que Pixar avait envisagées à la base. Et là vous allez me dire, mais CEO tu es fou, comment voudrais-tu gérer 27 persos différents dans un seul film? Eh bien l'idée ça serait juste qu'on nous les montre brièvement dans une sorte de poste de contrôle à l'arrière du QG. Et on laisserait donc les 5 émotions du premier film être seules aux commandes de la console principale. Cette idée elle m'est venue en me demandant comment ils ont justifié le fait que dans le premier film on ne voyait pas Anxiété et les nouvelles émotions dans le cerveau des parents. Et Pixar a plus ou moins proposé une solution dans Vice Versa 2 puisqu'on voit en fait qu'Anxiété est bien présente dans le QG des parents mais elle reste apparemment dans un endroit caché derrière un rideau. On peut donc imaginer qu'à partir d'un certain âge, les 5 émotions principales reprennent le contrôle pendant que toutes les autres agissent en coulisses. D'ailleurs, écrivez en commentaire ce que vous aimeriez voir dans ce troisième volet, je suis curieux de lire vos idées. Bref, quoi qu'on puisse dire de ce Vice Versa 2, il a bien démontré une chose, juste par la force de son concept, cet univers peut encore servir à raconter de nombreuses histoires en parlant aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Pixar arrive toujours à délivrer des messages impactants et ce Vice Versa 2 ne fait pas exception. S'il y a bien une phrase forte qui nous frappe en plein cœur, c'est... Peut-être que c'est ce qui arrive quand on grandit. On ressent moins de joie.
J'espère que cette vidéo vous a plu, je l'avais dit dans une précédente vidéo, il fallait que je revienne en profondeur sur ce Vice Versa 2. J'ai hâte de voir vos retours en commentaire, vous me direz comment vous avez reçu cette suite de votre côté. En tout cas, si vous aimez l'animation, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. Je vous recommande cette vidéo qui analyse la trajectoire récente de Pixar, c'est dans cette vidéo justement que j'évoque Vice Versa 2. Et sinon, la chaîne va prendre une petite pause d'1 mois, donc on se retrouve en septembre pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.